Je vais laisser la parole maintenant à Antoine. Donc, les étapes clés de la création d'entreprise. Bon atelier à toutes et à tous et on se dit à tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions dans le petit module chat. Antoine saura y répondre, fera des stops pour pouvoir vous répondre. OK? Voilà. Bonne matinée à toutes et à tous. Vous m'entendez là. Merci à tous. Merci à Eric d'avoir introduit cet atelier, d'avoir présenté l'agenda d'Attractif Courbevoie. Du coup, on va démarrer cet atelier. Comme je vous le disais, vous êtes nombreux. Je ne peux pas faire un tour de table comme j'ai l'habitude de faire quand les ateliers sont un peu plus petits. Je vous invite à partager vos projets pour que je puisse un petit peu orienter un petit peu il y a quelques-uns qui l'ont fait pour que je puisse orienter un petit peu mon discours à travers les étapes de la création d'entreprise que l'on va découvrir ensemble. Peut-être que je vais me présenter du coup, moi je suis Antoine Bassy, j'accompagne depuis plus de 10 ans les créateurs d'entreprises. Je l'ai fait à travers plusieurs structures et aujourd'hui je le fais pour une structure que j'ai créée qui s'appelle Plan B, Plan B pour Business Plan en fait. Voilà. Je pense que vous pouvez de temps en temps ouvrir vos micros pour poser directement des questions. On va essayer de voir si on peut si je peux arriver à vous faire participer sur cet atelier. Et peut-être la première question que je voudrais vous poser, vous demander, c'est un petit peu avant que je vous présente le sommaire de cet atelier, mais que chacun me dise à tour de rôle un petit peu les étapes que lui, il entrevoit dans ce projet de création d'entreprise. Selon vous, en fait, quelle étape doit faire partie des étapes de la création d'entreprise? Alors, je regarde le chat, mais si vous voulez aussi décrocher le micro et prendre la parole, allez-y. Oui, ça c'est bien Antoine et je voulais en parler également, c'est que bien évidemment j'aime bien aussi avoir les vidéos où on puisse voir vos têtes puisque c'est quand même plus agréable pour l'intervenant. Hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous on était très contents d'être en présentiel puisqu'on n'avait plus cette barrière. Et là, ça serait sympathique pour Antoine et tout le monde de pouvoir peut-être mettre les caméras. Ça va rendre un peu plus vivant la chose. Et n'hésitez pas à intervenir, comme le dit Antoine, puisqu'il veut faire un petit tour rapide en ayant quelques réponses de votre part. Merci. Alors, du coup, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Je pense que vous avez tous en tête au moins une étape à réaliser dans le parcours de création d'entreprise. Est-ce que quelqu'un veut bien être courageux Sadia, je vois que vous prenez la parole. Sadia, on vous écoute. Oui. Oui, alors, on vous écoute, Sadia. Est-ce que vous avez une étape en tête? Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, l'étape. Je suis en train de créer mon site internet. Voilà. Et en parallèle, j'essaye de monter le business plan. Je dis bien j'essaye parce que c'est compliqué, en fait. Compliqué de tout y mettre, compliqué de bien suivre les étapes. Parce que pour trouver les éléments, justement, enfin voilà, après, il y a des choses qu'on doit faire que je ne sais pas faire, hein, comme monter le business plan lui-même, expliquer le projet, c'est facile maintenant. Pour bien tout décortiquer par écrit, et en plus, il y a aussi l'étude de marché à établir qui doit faire partie du business plan. Ça alors, aussi, en effet, là, vous avez déjà deux étapes qui font partie des étapes clés. Vous avez parlé d'études de marché, du business plan. Est-ce que d'autres personnes veulent aussi prendre la parole et décrire les étapes? Alors, je vois, il y a Latabi qui nous dit l'étude de faisabilité. En fait, l'étude de faisabilité, pour moi, c'est une autre manière de préciser l'étude de marché. Je vois quelqu'un qui nous met le SWOT. Ça, je l'ai fait, le SWOT. Ouais, j'ai fait le SWOT Canvas. Il y a plein de choses que j'ai fait, en fait, par rapport à ça.
Et ça suffit pas, en fait. Non, on Et va non, ça voir, suffira pas. il y a plein d'étapes. Oui. Qui d'autre veut préciser des étapes? L'identification du marché, ça tourne autour de l'étude de marché, mais c'est bon aussi, c'est des manières différentes de le dire. Définir le lieu, le besoin, ouais, ça compte aussi, ça fait partie des étapes, des points en tout cas qu'il faudra faire. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu épuisé. Définir le statut juridique, en effet, ça c'est c'est une étape aussi qui fait partie des étapes clés. Trouver des financements, ouais, convaincre, trouver des financements, ça aussi. Ok, donc là, il y a un peu tout qui arrive dans le désordre. Il s'agira de Et puis aussi, quand on établit le business plan, il faut savoir se projeter financièrement sur 3 ans. Ça, c'est l'étude. Ça, c'est compliqué. Alors, sur la première année, on peut à peu près, en fait. Et après, ça devient compliqué. Je pense qu'il faut que je m'entoure de personnes qui savent Il faudra faire se faire ça. aider. Oui, bien sûr que se faire accompagner, c'est important. Oui. Il faut dégrossir les choses et après, au moment adéquat, se faire aider. Du coup, là, je vois pas mal de choses qui arrivent. Analyse de la concurrence, adéquation aux besoins, trouver un nom, un logo, trouver ses premiers clients. Ça, je pense que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ah, ça y est, j'ai créé déjà mon logo. Du coup, voilà, s'inscrire à l'INPI, en effet, il y a pas mal de choses. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu les étapes telles que moi je les présente. Encore une fois, vous pouvez avoir des étapes un petit peu différentes suivant les personnes qui vous le proposent. En fait, c'est juste la différence, c'est le nombre d'étapes qu'ils regroupent ensemble. Donc, moi, je découpe en 9 étapes, ou 3 grosses étapes, on pourrait dire, mais voilà un petit peu pour moi les points. Donc, au sommaire, aujourd'hui, pour les étapes clés, ce qu'on va voir, ce sont toutes les étapes de validation de l'idée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un projet d'entreprise, il commence d'abord par une idée, et donc il va falloir définir votre idée le plus précisément possible, vérifier l'adéquation entre vous et votre idée, donc entre les fondateurs et le projet. Puis ensuite, on va faire toute l'élaboration du projet, et ça veut dire faire l'étude de marché ou l'étude de faisabilité. C'est étudier aussi les moyens nécessaires dont j'aurai besoin pour mettre en place mon projet. Donc, c'est un petit peu comment je vais l'organiser, mon projet, comment je vais organiser ma future structure. Puis ensuite, il va falloir le chiffrer. Donc ça, c'est l'étape qui n'est pas toujours évidente quand on ne maîtrise pas bien la partie business plan, la partie prévisionnelle en fait, plus que business plan. Donc du coup, voilà, c'est peut-être parfois ici vous avez besoin un peu de vous faire accompagner ou de suivre des formations, comme là, ça va être un petit peu présenté tout au long du parcours. Vous allez aussi devoir, à l'issue de cette étape-là, vous allez devoir identifier des aides. Donc, des aides, ça peut être des aides financières, mais ça peut être aussi, on le verra, il y a différents types d'aides. Et puis après, il y a l'étape un petit peu du lancement des opérations. Vous allez rédiger votre business plan pour aller chercher des aides financières que vous avez identifiées. Vous allez, du coup, avec ce business plan, aller rechercher vos aides. Et puis ensuite, si vous avez vos financements et que vous êtes prêt à démarrer, vous allez constituer votre société et vous lancer. Voilà. Donc, voilà un petit peu les premières étapes. Tout au long de cet atelier, moi, je vais parcourir ces étapes, les détailler. Bien entendu, je vais passer plus de temps sur les premières étapes. Je vais détailler plus longuement les premières étapes. Et puis, plus on va s'éloigner du démarrage, moins je vais être précis. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres ateliers qui sont précis, qui vont reprendre plus en détail les étapes qui sont présentées. Alors, les étapes clés, moi j'en ai 9, mais encore une fois, on pourrait les regrouper en 3 étapes ou en 4 étapes, tout dépend ce qu'on y met dedans. Ce petit schéma que je vous ai fait avec un histogramme, en fait, c'est simplement pour se dire, moi j'aime bien le présenter comme ça, en me disant, souvent on présente les étapes l'une après les autres. Pour moi, c'est pas exactement comme ça qu'on les travaille dans la réalité. Dans la réalité, si le trait rouge, c'est
le bon niveau de risque que je suis prêt à prendre quand vous créez un projet quand vous avez un projet de création d'entreprise, il y a un niveau de risque à prendre. Il est différent suivant la sensibilité de chacun, suivant sa situation aussi. Et donc, chacun a un niveau de risque qu'il juge acceptable ou pas. L'idée, c'est que ce fil rouge que je vous ai mis tout en haut, c'est le niveau de risque qui vous semble à vous acceptable. Et l'idée de ces histogrammes, c'est je vais bosser ma partie 1, c'est-à-dire de l'idée au projet, je vais la monter jusqu'au niveau acceptable que je juge correct pour me lancer. Et puis mon niveau 2, je vais le monter aussi jusqu'à un niveau acceptable. Et en fait, les choses se remplissent un petit peu toujours. Quand vous travaillez ici, très souvent, vous avancez un petit peu sur votre adéquation au projet. Parfois, vous pouvez, dans vos recherches, trouver des informations qui vont vous aider sur votre étude de marché. Donc, même si vous n'êtes pas encore dans l'étape 3, finalement, quand vous êtes dans votre étape 1, parfois, vous apportez déjà un petit peu d'éléments sur les étapes qui sont en train de monter. Et puis, l'idée, c'est que toutes les étapes soient au niveau de votre ligne rouge et là, vous vous dites, je suis prêt, je vais me lancer. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais montrer par ce schéma, c'était casser un petit peu l'idée qu'on fait d'abord le point 1 et que quand on a fini le point 1, on passe au point 2. En réalité, le point 1 fait grandir les autres étapes aussi. Donc, généralement, on travaille un petit peu sur tout, même si on est d'accord, il faut avoir fini le point 1 pour bien avancer et bien finaliser son point 2. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas encore une fois à prendre la parole ou à poser des questions. Alors, je démarre avec le premier point qui est validation de l'idée. Donc là, vraiment, l'étape la plus importante, c'est définir votre idée. Alors, je le répète jamais assez, on a tous des idées de création d'entreprise. Très souvent, ça peut être autour d'un déjeuner avec des amis. On se dit, tiens, ça, ce projet-là, il n'y a personne qui le fait. Moi, je ferais bien quelque chose comme ça. J'ouvrirais bien un projet de restauration autour de cet aliment qui vient de telle contrée, qui est moins connu ou qui n'existe pas dans notre ville, dans la ville où je suis. Ça peut être des idées comme ça. Et après, donc ça, c'est l'idée que je pousse comme ça entre amis. Mais si je veux en faire un projet de création d'entreprise, il va falloir que je m'attarde à définir exactement ce que je veux. Comme je vous l'ai dit au départ, tout projet de création d'entreprise, il démarre par une idée. D'accord? Donc, il n'y a pas de projet de création d'entreprise sans idée. Et l'idée, elle peut être de différentes natures. Vous allez avoir l'idée qui est nouvelle. Souvent, ça peut être une innovation, ou alors vous avez identifié un besoin non satisfait actuellement. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cadre-là d'idées, vous devrez faire attention au fait que si votre idée est nouvelle, le marché souvent n'existe pas ou existe peu, et ça veut dire que vous avez un temps d'évangélisation, de faire connaître, de faire se rendre compte au client du besoin qu'il a et qui est non satisfait. Et ce temps-là, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est souvent un peu plus facile quand vous avez d'autres personnes qui ont évangélisé avant vous votre clientèle. D'accord? Donc, ça, c'est un des points qui peut être un petit peu le revers de la médaille. L'avantage d'avoir une idée nouvelle, c'est que vous êtes le seul sur ce créneau. L'inconvénient, c'est que il va falloir aussi communiquer tout seul, puisqu'il n'y a que vous qui communiquez sur cette idée nouvelle. Et donc, c'est plus compliqué. Ça demande du temps et du coup plus d'investissement aussi. Votre idée, elle peut être une idée connue, et même dans la continuité en fait de votre expérience professionnelle et de votre projet. Donc là, ce qui est très positif pour vous, c'est que souvent vous avez une vision assez claire du marché, de comment il fonctionne. Donc, vous avez souvent des compétences professionnelles qui vont aider à porter ce projet-là, à porter cette idée. Le point d'attention que vous devez avoir, c'est très souvent, vous avez aussi parfois l'impression de très bien connaître votre environnement. Or, vous le connaissez que par un petit bout, que par votre vision professionnelle de salarié, et elle est parfois
parfois, elle ne prend pas en compte l'ensemble du marché complet. Et donc, du coup, vous pouvez pêcher en fait par orgueil, j'ai envie de dire, et ne pas vraiment vous rendre compte des difficultés qui peuvent y avoir à porter l'idée tout seul. Hein. On a parfois l'impression qu'on est capable de faire tout seul. Or, très souvent, quand vous êtes salarié dans une structure et que vous êtes dans un marché, il y a tout un tas de collègues autour de vous qui font une partie du travail qui demain, il vous faudra peut-être le réaliser seul. Et ça, c'est un petit peu le point qui peut être délicat. Autre type d'idées, ça va être partir sur l'idée des autres. En fait, s'installer tout simplement sur un marché qui est existant. Et du coup, là, le point de vigilance, ça va être d'avoir une offre, de trouver une offre différenciante par rapport à la concurrence. Si demain je décide d'ouvrir une pizzeria, c'est pas une idée innovante, mais en tout cas c'est une idée qui peut fonctionner. Ensuite, en fonction de là où je vais me situer, très clairement, regarder un petit peu les pizzerias concurrentes dans la même zone de chalandise que la mienne est importante pour me permettre, moi, de trouver un petit peu ce que je trouve qui est moins bien fait chez eux, ce que moi, je peux faire de différent pour acquérir une clientèle qui m'est propre. OK. Donc, voilà un petit peu sur ce point-là. Sur cette étape-là, ce qui sera important aussi, ce sera de prendre contact avec l'INPI, justement, pour protéger son idée. Alors, en réalité, on protège jamais vraiment une idée. Une idée, elle appartient à tout le monde. En revanche, on peut essayer de breveter ou de protéger quelque chose qui fait que notre idée, elle sera pas tout de suite accessible pour les autres. Donc ça, il suffit de prendre contact avec l'INPI. L'INPI sont joignables avec un numéro de téléphone que vous trouvez sur Internet facilement. Ils se donnent du conseil en ligne. Ils sont également souvent, ils font aussi dans les CCI près de chez vous. Donc, il faut vous renseigner auprès des CCI pour éventuellement échanger avec eux. Donc, voilà un petit peu. Mais la première grande étape pour vous, ça va être vraiment de définir très clairement, le plus clairement possible votre projet, votre idée pour le transformer en projet. Et c'est un petit peu ce que je vous propose là de découvrir ensemble et d'avancer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais partir d'une idée où, par exemple, vous souhaitez faire du pain, par exemple, vendre du pain, ça c'est votre projet. Vendre du pain, il faut d'abord que je définisse précisément comment je veux vendre ce pain. Est-ce que je veux le vendre à travers des machines automatiques qui seraient positionnées dans des gares, dans des carrefours de population, où là, il suffirait de mettre 2 €, la baguette finirait de cuire et elle tomberait au bout de 5 minutes. Ça peut être par exemple une manière de vendre du pain. Ça peut être aussi vendre du pain à travers des marchés. Je décide en fait de fabriquer du pain et de le vendre sur les marchés. Je peux le faire aussi de manière plus classique, c'est-à-dire d'ouvrir une boulangerie tout simplement ou un point chaud. Et vous avez compris que derrière cette même idée qui est de dire moi je voudrais vendre du pain ou fabriquer du pain et le vendre, en fait je vais avoir différentes manières de le faire. Et ça, c'est à vous de bien préciser dans votre idée exactement ce que vous souhaitez faire. Donc, quel sera exactement votre service ou votre produit? Ça, c'est et à qui il s'adressera, avec quel fournisseur vous allez le faire. Ce sera tout l'enjeu ici de définir le plus précisément. Bien définir son projet, ça vous permettra de bien en comprendre les contraintes. Vous avez compris que dans les plusieurs exemples que je vous ai donnés pour vendre du pain, les contraintes ne sont pas les mêmes. Les contraintes, elles ne sont pas les mêmes pour quelqu'un qui fabrique son pain et le vend sur un marché que pour quelqu'un qui va acheter un fonds de commerce pour pouvoir vendre son pain. C'est pas non plus les mêmes que quelqu'un qui a décidé de vendre du pain à travers un automate ou quelqu'un qui va avoir ou simplement ouvrir un point chaud et qui ne fera pas la fabrication de son pain. D'accord ? Du coup, ici, peut-être les premières contraintes que vous pouvez, une fois que vous avez bien commencé à rédiger un petit peu le plus clairement possible votre idée,
regarder un petit peu les premières contraintes et on peut regarder des contraintes qui sont liées au projet. Alors, les contraintes liées au projet, elles vont être de différentes natures. Ça va être des contraintes qui peuvent être propres au produit ou à la prestation. Ça va être des contraintes qui sont liées au marché sur lequel vous vous positionnez, à sa maturité, etc. On va le regarder de plus près. Ça va être des contraintes de moyens et enfin, ça peut être des contraintes légales. Donc, l'idée, c'est de faire très rapidement un petit tour d'horizon sur votre projet. Un des supports pour vous aider, c'est d'aller rechercher des études approfondies. Vous pouvez en trouver auprès de la CCI, auprès de la CMA, auprès de BPI France, qui est un gros acteur sur la création d'entreprise, qui a un site en ligne et qui vous permet d'avoir des fiches sur une grande partie des métiers que vous envisagez, des projets de création d'entreprise que vous envisagez de faire. Vous pouvez avoir des informations auprès de l'INSEE, auprès des syndicats professionnels qui gèrent qui entourent votre activité, votre future activité. Et puis, il y a aussi la bibliothèque François Mitterrand qui a un espace dédié qui s'appelle le Prisme. Et cet espace, il met à disposition, vous pouvez consulter gratuitement des études de marché qui valent plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez les consulter sur place. Vous n'avez pas le droit de les emporter, pas le droit de les photographier, mais vous pouvez prendre des notes. Donc ça, pour des personnes qui sont en Île-de-France, c'est quand même une super opportunité de bien comprendre votre marché, puisque vous avez accès à des études de marché gratuitement en prenant une carte à la bibliothèque François Mitterrand et qui vous permettra d'accéder à cet espace qui s'appelle le Prisme. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur les contraintes de projet, du produit ou de la prestation. Je vais en prendre que quelques-unes. De toute façon, vous aurez, on vous transmettra le support. Mais clairement, voilà, type de contrainte, je vends un produit qui est volumineux et qui a une faible valeur. Il faudra que je fasse attention au coût de stockage, peut-être aussi au coût de transport qui sera lié à ce produit-là. Je décide, mon produit, c'est un produit qui est plutôt un produit d'effet de mode ou qui est saisonnier. Je pourrais, si c'est un produit à effet de mode, il faudra que je réfléchisse au quid de ce qu'il adviendra lorsque la mode sera passée. Est-ce que comment je me renouvelle, comment je réfléchis à autre chose. Donc voilà un petit peu pour deux exemples que je peux vous donner. Voilà un petit peu le type de réflexion que vous devez avoir quand vous pensez à votre projet et quand vous essayez de réfléchir aux contraintes qui peuvent être liées à votre prestation ou à votre produit. Voilà. De quoi il faudra que je tienne compte en fonction du produit ou de la prestation que je vais faire. L'idée, c'est bien sûr identifier ces contraintes pour pouvoir trouver des solutions après. Alors, quand je vous parlais de contraintes de marché, à quoi je faisais référence? Par exemple, je suis sur un marché, le marché sur lequel je vais me poser, c'est un marché qui est à créer. C'est-à-dire, en fait, je suis sur un produit très innovant. Les gens connaissent pas encore ce type de produit. Donc, le marché est à créer. Et c'est ce que je vous disais en préambule. Lorsque vous êtes sur un marché où vous êtes seul finalement, mais vous êtes aussi seul pour communiquer sur ce marché-là. Donc, le côté qui est positif, c'est que vous êtes tout seul, donc vous n'avez pas de concurrence, ou souvent il y a de la concurrence, mais qui reste quand même relativement indirecte. Mais l'inconvénient, c'est aussi que vous êtes tout seul à communiquer, et donc vous avez en charge tous les coûts de cette communication et de cette prospection. Voilà un petit peu quel exemple je peux vous donner. Il y en a d'autres, mais ça, je vous les laisserai les découvrir tout seul. Concernant les contraintes de moyens de mon projet, ça peut être, par exemple, je suis pour réaliser mon produit, j'ai besoin d'un ingrédient qui est dont l'approvisionnement est difficile, où la quantité est assez faible mondialement, par exemple. Je pense notamment à Nutella.
Je ne sais pas si vous le savez, mais Nutella, par exemple, pour faire son Nutella, achète des noisettes qui sont d'une qualité spécifique, qui sont une espèce spécifique, en fait. Hein, et cette qualité, ils achètent toute la production mondiale. Nutella achète toute la production mondiale de ce type de noisette qu'il se sert pour faire son Nutella. Du coup, si vous souhaitiez faire quelque chose de très approchant du Nutella, ben, c'est un petit peu délicat parce que une grosse partie de l'approvisionnement, quasiment l'approvisionnement mondial, il est pris d'assaut par Nutella. Donc voilà, il peut y avoir d'autres produits où vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous approvisionner. Et du coup, ça, c'est des choses à prendre en compte. Ça veut dire que peut-être qu'il vous faut avoir des stocks très importants parce que l'acheminement du produit est compliqué ou prend du temps. Et que si vous voulez répondre en temps et en heure à vos clients, ça sous-entend que vous preniez des grosses quantités. Et c'est sûr que pour démarrer, le coût d'entrée n'est pas le même. Hein, si je dois avoir des stocks très importants et dépenser, je sais pas, 20 000 euros de stock, c'est pas pareil que si je peux m'approvisionner plus au compte-gouttes et que je peux démarrer avec un stock finalement de 1 000 euros, puis quand j'aurai vendu, recommencer, etc., etc. Donc, vous voyez, la barrière d'entrée n'est pas toujours la même. Ça peut être, je suis aussi sur un marché où il y a des difficultés de recrutement de personnel. Il y a peu de gens qui sont formés, peu de gens qui sont compétents pour faire, pour m'accompagner sur le démarrage de ma structure. Et donc du coup, ça aussi, ça veut dire que peut-être que pour attirer ces talents-là à me rejoindre, il faudra que il y a une question de coût, mais il y a aussi une question de temps pour recruter ces personnes-là, pour mettre en place les équipes. Voilà pour deux exemples sur ce point-là, pour vous faire un petit peu comprendre la dynamique. Hein. L'idée, c'est que je n'aurai pas les réponses à toutes vos questions, mais c'est vous, à chaque fois, que vous devez essayer de réfléchir un petit peu aux dynamiques que vous pouvez, aux obstacles que vous pourriez rencontrer et comment vous pouvez les contourner. L'autre point aussi à regarder, c'est quelles sont les contraintes légales pour votre activité. Voilà, parfois j'ai des personnes qui ont beaucoup avancé sur leur projet et puis je leur demande s'ils se sont renseignés sur la partie légale et en fait ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des contraintes légales qui concernaient leur projet. Et du coup, ça peut devenir un peu compliqué ou retarder leur projet parce que finalement, ils n'avaient pas en tête qu'il fallait, pour exercer cette activité, que l'activité en question était réglementée et que cette réglementation, elle imposait aux dirigeants ou au moins à l'un de ses salariés d'avoir un diplôme requis ou une expérience professionnelle particulière, etc. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel vous devez, avant de vous lancer dans des dépenses, avant de vous lancer dans une étude trop approfondie, déjà un petit peu survoler quelles sont les contraintes légales qui seraient liées à votre idée. D'accord ? Ça peut être aussi, parfois il n'y a pas de contraintes légales, mais par exemple, dans la restauration, très souvent, les banques, elles ne financent pas des personnes qui n'ont pas d'expérience dans la restauration. La restauration, il faut savoir que c'est un restaurant sur deux ferme dans les 1 an. Donc, il y a énormément de casse sur les restaurants et les banques sont relativement frileuses et elles aiment avoir des personnes qui connaissent bien le métier, qui ont une expérience dans ce métier. Et donc, ne pas en avoir, je ne dis pas que c'est impossible, mais que c'est quand même plus compliqué de trouver du financement. Et si vous avez besoin de ce financement pour vous lancer, ça peut être, voilà, ça peut mettre ça peut mettre en défaut votre projet. Autre exemple de contrainte légale, ça peut être vous allez dans votre projet, vous devez recevoir du public et le lieu que vous avez sélectionné, il faudra s'assurer qu'il est capable de répondre aux réglementations relatives aux établissements recevant du public. Donc ça doit être un point d'attention pour vous. Donc voilà un petit peu les types de questions que vous devez vous poser là quand vous êtes un petit peu au début de votre idée. C'est d'abord bien la rédiger et puis ensuite réfléchir, faire un petit peu le tour. Donc en quelque sorte, c'est comme
pré-étude de marché, mais un peu plus, où on survole un peu plus. Hein. L'idée, c'est pas rentrer trop dans le détail, mais survoler les quelques points comme ça d'attention, surtout les contraintes légales, surtout les contraintes autour du produit que vous pourriez avoir, etc., le marché, ce que je vous ai présenté. L'étape 2 pour vous, maintenant, vous avez commencé à faire un petit peu, à détourer votre idée, à poser un petit peu les premières briques de votre projet. L'idée, ça va être aussi de faire une introspection sur vous. Donc, de vraiment regarder l'adéquation fondateur-projet, homme-femme projet, fondateur-projet, c'est-à-dire en fait que l'idée ici, ça va être vraiment de mesurer un petit peu quelles sont vos compétences et si elles sont un atout ou un handicap par rapport à votre projet. Donc, est-ce que, par exemple, selon vous, quelles sont les compétences d'un porteur de projet? Quelles compétences doit avoir le porteur de projet? Savoir communiquer. Savoir communiquer, oui. Motivation. Être motivé, ça c'est sûr. Ouais. Gestion. Ouais, savoir gérer, en effet, des compétences de gestion administrative. Être capable de se mettre à la place de son client. En effet, l'empathie, se mettre à la place de son client, comprendre son besoin. Savoir s'organiser. Savoir s'organiser, ouais, ça je pense que c'est important parce que vous verrez que les journées, elles font 24 heures, même quand vous êtes chef d'entreprise, elles sont pas plus longues et il y a souvent beaucoup de choses à faire. Et très souvent, vous allez passer d'un métier. Hein, peut-être que aujourd'hui dans votre société, vous êtes commercial. Demain, il faudra être commercial, mais aussi faire de la gestion administrative, mais aussi produire pour vos clients, s'assurer de l'acheminement du produit, s'assurer de la logistique, faire des factures, relancer vos factures. Donc, en fait, c'est souvent ça. Les gens comprendre que passer du stade, passer de salarié à entrepreneur, c'est passer d'une casquette à 10 casquettes. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est réaliser finalement un bilan personnel où vous allez un petit peu lister vos atouts, mais aussi faire le point sur vos points d'amélioration, vos handicaps pour le projet, et de mettre en place des actions correctives. Les actions correctives, ça peut être quoi? Ça peut être, tiens, j'en ai cité une là, donc effectuer une formation, ça c'est une action corrective. Est-ce qu'il y a d'autres actions correctives qu'on peut mettre en place? Je m'aperçois que j'ai un manquement, par exemple. Donc là, je vous ai mis le chef d'entreprise, il doit détenir des compétences techniques par rapport à son projet, des compétences commerciales, des compétences de gestion d'entreprise, des compétences administratives. Admettons qu'il me manque la compétence gestion d'entreprise et que je ne sois pas très bon commercialement. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place qu'est-ce que je peux faire comme action corrective? Alors, j'ai écrit ici me former. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? On peut oui, se former, mais aussi rencontrer des chefs d'entreprise aussi pour voir, parce que bon, il y a différents types d'entreprises, du coup, il y a différents types de gestion et essayer de trouver celle qui nous conviendrait le mieux aussi, peut-être, comme un audit, non? Comme vous disiez, pardon, oui, alors donc rencontrer des chefs d'entreprise, ça c'est toujours intéressant parce qu'on apprend aussi de ceux qui ont fait le parcours avant vous ou avant nous. Oui. Donc ça c'est intéressant. Et vous me disiez par rapport à pour essayer de trouver, parce qu'il y a différentes entreprises, du coup, à mon avis, il y a différentes manières de gérer une entreprise et trouver celle donc la bonne compétence de gestion d'entreprise, parce que je suppose qu'on ne gère pas je sais pas, une exploitation je pense que dans les compétences en gestion d'entreprise, elles sont pas pareilles. En fait, un boulanger ne va pas gérer
son entreprise comme, voyez, comme quelqu'un d'autre, en fait, qui aurait une entreprise dans le bâtiment, par exemple? En tout cas, je pense que oui, alors je suis assez d'accord. Tout le monde doit gérer. Après, suivant chaque business, on a une gestion et suivant aussi le degré de complexité de son business, on va le gérer de manière différente. Mais en revanche, ce qui va rester, c'est que tout le monde doit avoir une gestion de son business, suivre un certain nombre d'indicateurs définis qui lui est propre et qui lui est propre même entre deux boulangers. Suivant la taille de votre boulangerie, je pense que vous ne suivez pas exactement les mêmes indicateurs. Quand vous êtes tout seul avec votre femme à faire tourner la boulangerie, c'est pas pareil que quand vous avez une boulangerie où vous avez 8 salariés ou peut-être même si vous avez 3 boulangeries. Le degré de suivi, c'est pas le même. Le degré d'indicateur à suivre n'est pas le même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit suivre. Moi, ma question, alors ça, je vois qu'il y a un début de réponse. Merci Thierry. Donc, il y avait, moi, ce que j'avais donné comme première réponse, c'était effectuer une formation. Je vois Thierry qui met s'entourer de gens qui ont les compétences manquantes. C'est exactement ça. Comment on s'entoure de gens qui ont les compétences manquantes? Il y a 3 solutions que je vois. Il y a soit s'associer, trouver un associé qui lui qui lui a un tempérament commercial que vous avez un peu moins, ou qui a un tempérament de gestion d'entreprise que vous avez un peu moins, ou qui a les compétences techniques pour pour réaliser votre projet. Donc, ça peut être soit trouver quelqu'un qui va vous compléter et du coup, ça peut être l'associer avec vous dans le projet et le démarrer ensemble. Soit ça va être d'embaucher un salarié, se dire, voilà, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui a des compétences de gestion, peut-être que je vais salarier quelqu'un qui a ces compétences. Mais ça, il faudra le prendre aussi en compte dans votre business plan, parce que c'est un coût supplémentaire au démarrage. Ça peut être aussi, dans un premier temps, prendre quelqu'un, pas le salarié, mais prendre un prestataire externe qui va vous facturer juste le juste temps pour s'occuper de votre dossier. Donc, au lieu d'avoir une charge à temps plein, vous avez une charge de quelques heures par semaine pour vous accompagner sur cette partie-là. Donc, ça peut être, voilà, 3 manières. Et la 4e, c'est vous former. Vous former à la gestion pour pouvoir progresser. Donc, voilà un petit peu. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu les compétences que doit avoir le créateur, le porteur de projet, ces compétences, il faut avoir le courage de faire un bilan personnel, c'est-à-dire se mettre face à soi-même, regarder sur quoi on est vraiment bon, sur quoi on se sent moins à l'aise et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour corriger ces actions. Donc, on a vu les compétences. On va regarder ensuite les motivations du porteur de projet. Donc, ça fait partie aussi de l'introspection, du travail d'introspection que vous devez faire sur vous-même. Et c'est faire le point sur vos motivations. Il peut y avoir des personnes qui viennent avec certaines motivations pour créer leur entreprise qui sont vraiment réelles et adaptées au métier de chef d'entreprise. Et puis, d'autres personnes qui, je pense, se leurrent un peu sur le métier de chef d'entreprise et arrivent avec des motivations qui vont pas être les bonnes. Et donc, du coup, pour vous, c'est vraiment déjà faire le point sur quels sont vos moteurs derrière ce projet de création d'entreprise. Du coup, les moteurs, ça va être, par exemple, en fait, finalement, moi, j'ai créé quelque chose parce que je veux résoudre un problème personnel. Donc voilà, c'est par exemple, j'avais en tête une jeune maman qui voyait son enfant qui suçait une étoffe qu'elle lavait régulièrement et jusqu'au jour où elle s'est dit, mais en fait, elle suce cette étoffe que je lave régulièrement à la machine avec une lessive, mais finalement, qu'est-ce qu'elle contient cette lessive? Et du coup, en regardant un petit peu tous les noms barbares de cette lessive, en allant chercher sur Internet la composition précise et les risques exposés à ça, elle s'est dit, en fait, moi, il faut que je crée une lessive où que les enfants, avec des produits qui soient plus naturels pour permettre aux enfants que ça passe pas à travers la peau, que même s'ils sucent l'étoffe, ils absorbent pas des produits qui soient néfastes pour leur santé plus tard.
Donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'une personne qui, pour son chemin, de ses motivations de création d'entreprise, c'était à la base résoudre un problème qu'elle avait vu personnellement dans son entourage, ou qui l'a concerné directement. Ça peut être pour vivre en partenariat. Il y a des personnes qui sont des cofondateurs. Hein. Il y a parfois, très souvent, les projets de création d'entreprise, c'est une histoire de cofondateurs. Et il y a peut-être une personne qui a l'idée et puis un qui a envie de vivre l'aventure, ce partenariat avec quelqu'un d'autre et se lancer dans l'aventure de création d'entreprise. Et ça peut être ça, sa motivation, c'est vivre une aventure particulière. Voilà. Ça peut être pour développer une entreprise et faire de cette entreprise une entreprise importante. Tout le monde n'a pas le souhait de créer une entreprise qui va devenir le leader mondial de telle chose. On peut aussi créer une entreprise pour en vivre, pour faire travailler des gens, voilà, ça peut être ça. Donc, je vais pas faire toutes les bulles, mais en tout cas, voilà, comprenez un petit peu quel est votre moteur derrière, votre vrai moteur. Ne vous montez pas à vous-même. Il n'y a pas de, tout est louable hein, du moment que c'est un moteur qui vous pousse à vous. C'est ça qui est important. Si votre moteur c'est gagner le maximum d'argent, c'est un moteur louable. Et si c'est celui-là qui vous fait avancer, ben, c'est pas grave, c'est celui-là. Donc voilà, encore une fois, tous les moteurs sont bons, et il faut juste être bien en phase avec ces moteurs-là, être à l'aise avec et avancer. Attention aux moteurs qui sont en fait, ben, je veux être chef d'entreprise parce que je veux travailler moins. Travailler moins, c'est pas souvent c'est pas compatible avec le monter un projet de création d'entreprise. Honnêtement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous allez comprendre que vous avez 10 casquettes sur la tête, qu'au début, vous êtes souvent un peu seul. Donc, souvent, non. Par contre, peut-être aménager plus son temps, être plus libre de son temps, oui. Mais la charge de travail, à mon avis, elle est bien plus importante que sur un projet qu'être salarié. Donc voilà, attention, faites le point sur vos motivations, ne vous trompez pas. J'ai comme ça l'anecdote de quelqu'un qui voulait ouvrir un bar et je me souviens, je l'avais rencontré après qu'il ait fermé ce bar, donc il l'a ouvert pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, lui, ce qu'il aimait, en fait, finalement, il me l'a raconté après, il m'a dit, ben, moi j'ai ouvert un bar parce que ce que j'aimais, c'était l'ambiance. C'était l'ambiance du bar, etc. Et je n'ai pas pris conscience que, ben, en fait, moi, j'allais être de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais, c'était l'ambiance quand j'étais client. Mais je ne m'étais pas rendu compte que de tout ce que faisait le barman qui était en face de moi. J'avais l'impression qu'il plaisantait, qu'il avait ses amis autour du bar. Je ne le voyais pas travailler, en fait. Et lorsqu'il est passé de l'autre côté de la barrière, ben, il s'est aperçu, en effet, que ben, sa vision du métier, elle était pas si claire que ça. Donc ça aussi, je vous invite à vous immerger, si vous avez l'occasion de faire des stages, de participer à de l'observation, aller voir un petit peu concrètement, parler avec des chefs d'entreprise qui font le métier et qui vous racontent aussi la réalité et l'envers du décor, parce que parfois on peut avoir une image pas réaliste de ce qui se passe vraiment. Et donc lui, finalement, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que finalement, le bar, c'était tous les soirs. Donc, il venait d'avoir une petite fille. Finalement, il l'a couché jamais. C'était aussi souvent ouvert le week-end. Donc, il passait pas de week-end avec sa famille. Et donc, tout ça, finalement, il l'a pesé. Et au bout d'1 an et demi, il a revendu son fonds de commerce. Donc, c'est beaucoup d'énergie, une grosse aventure pour finalement s'apercevoir de choses qu'il aurait pu s'apercevoir s'il avait pris un peu plus de temps, s'il avait peut-être fait une immersion ou parler avec, ou lors de son étude de marché, parler avec des barman sur vraiment la réalité. Mais je pense que faire une immersion, c'est vraiment important. Toujours dans la partie adéquation fondateur-projet, ça va être de faire le point sur votre disponibilité à porter le projet. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis disponible pour porter ce projet? Est-ce que j'ai une situation familiale qui va me permettre d'avoir du temps
pour pouvoir le consacrer à mon projet? Est-ce que j'ai une situation financière qui va me permettre aussi d'avoir ce temps-là, hein, on va pas se mentir, le temps c'est de l'argent et du coup, si je me consacre à mon projet et que pendant un certain temps mon projet ne me rapporte rien, est-ce que j'ai les épaules financières suffisamment fortes pour pouvoir me lancer? Est-ce que j'ai les diplômes? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai l'expérience? Voilà un petit peu, en résumé, les questions que vous devez vous poser avant de vous lancer. Vous pouvez avoir une super bonne idée. Si pour vous, vous n'êtes pas dans le bon timing pour la porter et la mettre en place, ça va être compliqué. Hein, donc, moi, ce que je vous propose, c'est reporter votre projet à un moment où vous avez une situation financière plus forte, où vous avez du temps à lui consacrer, etc., etc. Donc, ce qui est important, la conclusion de ce point-là, c'est le projet doit être en adéquation avec le porteur de projet. Voilà, on en finit avec la validation de l'idée. Moi, ce que je vous propose pour travailler sur cette validation de l'idée, c'est un outil qui est très connu dans le monde de la création d'entreprise, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un petit outil qui tient sur une feuille A4 qui s'appelle le Business Model Canvas. Et ce Business Model Canvas, il permet en fait finalement de travailler à définir précisément son idée. Ici, il y a un exemple qui est donné avec une personne qui décide d'ouvrir un site de vente en ligne de souliers. Donc voilà, et vous allez voir, le Canvas, il permet sur cette feuille A4 de décrire un petit peu, de se poser des questions sur tout ce qu'il va y avoir à faire pour créer mon business. Déjà, la première chose, c'est définir mon offre. Donc là, la personne, elle décide de vendre des escarpins personnalisés. Elle précise aussi qu'elle se positionne sur du haut de gamme et qu'elle aura un prix inférieur à du sur-mesure traditionnel. Alors, comment elle réalise? Tout le monde veut avoir un prix inférieur aux autres, mais il faut avoir conscience que si les gens ont mis un certain niveau de prix, c'est parce que derrière, ils ont des coûts qui font que ce prix-là, il est à ce niveau-là. Donc, c'est pas pour rien, tout le monde a un niveau de prix qui peut être élevé sur du sur-mesure, c'est parce qu'il y a des coûts qui vont avec. Elle, du coup, la manière dont elle arrive à faire un prix inférieur, c'est qu'en réalité, elle ne fait pas un vrai sur-mesure, elle propose des milliers de combinaisons qui laissent à penser que c'est du sur-mesure. Et en fait, c'est un petit peu de cette manière-là qu'elle arrive à contourner le prix du sur-mesure traditionnel. Si elle faisait vraiment du sur-mesure, elle aurait le même prix que les autres. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important des fois de ne pas trop se leurrer. Donc, à un moment donné, si vous voulez avoir un prix inférieur, il faut que vous ayez quelque chose qui vous permette de faire une économie. Donc, j'ai un prix inférieur à des magasins parce que j'ai pas de fonds de commerce et je vends tout en ligne. Mais attention, j'ai aussi un coût de communication par marketing. Il faut bien m'assurer que ce coût de communication par marketing, il va être moins élevé que finalement toute la charge d'un loyer, etc. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je sais pas. Voilà, elle définit aussi son offre comme du Made in France, comme Made in France. Vous avez vu qu'elle s'est pas juste contentée de dire je vais faire des escarpins personnalisés. Cette personne-là, elle a essayé de détailler au maximum son offre, d'être la plus précise possible sur son offre pour en comprendre les contraintes. Ensuite, elle va, ici, sur la case la plus à droite du support, elle va parler de ses clients. Qui sont ses clients? Sa cliente, c'est la femme urbaine CSP+. Donc là, CSP+, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la catégorie socio-professionnelle supérieure. Ça caractérise des gens qui ont un potentiel d'achat élevé, qui gagnent bien leur vie, pour être simple. Qu'est-ce que ça veut dire, CSP? CSP+, c'est catégorie socio-professionnelle. Et quand on parle de CSP+, ce sont des gens qui gagnent bien leur vie. Dans l'imaginaire, ça va être, je sais pas moi, l'avocat, l'architecte, même si tous les avocats ne gagnent pas très bien leur vie, mais vous voyez, ça va être le cadre dirigeant. Voilà, ça va définir ce type de femme-là. Et donc, elle précise aussi que c'est une femme urbaine, puisqu'elle vend, vous avez compris, des escarpins. Donc, c'est ça sa cible. Après, ça ne veut pas dire que, encore une fois, dans la cible client, vous avez vraiment votre cœur de cible.
Et après, c'est toujours pareil, il y a toujours des personnes qui sortent de cette cible-là, mais je ne consacre pas d'énergie à communiquer sur ces personnes qui sont à la marge, parce que c'est beaucoup d'énergie de communication pour toucher quelques pourcentages pour toucher des personnes qui sont relativement à la marge. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple, par exemple, du vendeur de voitures. Moi, j'ai souvent des créateurs d'entreprise qui me disent non, mais moi, je vends à tout le monde. Et en fait, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas possible de vendre à tout le monde. C'est pas possible de vendre à tout le monde parce que ça coûte trop cher et parce qu'on n'a pas le temps de vendre à tout le monde. Typiquement, vous rentrez dans une salle, je vais vous dire, dans cette salle-là, je vous laisse une demi-heure pour vendre votre produit. Et admettons que votre produit, c'est une voiture, une berline, voilà, une voiture ou une voiture de sport, une berline, etc. Typiquement, vous avez le panel, vous avez beaucoup de gens dans la salle, vous n'avez que 30 minutes. À qui vous irez vendre cette voiture? Qui vous allez identifier pour vendre cette voiture, avoir le plus de chances de vendre cette voiture? Typiquement, si vous avez quelqu'un qui a 18 ans, je vous conseille de l'éviter. Il n'aura peut-être pas son permis à 18 ans et en plus, il n'aura sûrement pas les moyens parce que normalement, il est plutôt étudiant. Mais en effet, peut-être qu'en réalité, il a les moyens, il peut l'acheter. Mais du coup, dans votre communication, je vous conseille de vous centrer et d'utiliser votre demi-heure à parler plutôt à des gens qui ont entre 50 et 60 ans, parce que ce sont eux statistiquement qui achètent des voitures neuves, et plutôt des berlines, et plutôt des gens de 50-60 ans qui ont une montre au poignet d'une certaine valeur si votre voiture, elle vaut un certain prix. Vous voyez? Donc ça, c'est des signes extérieurs de richesse. Alors, l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, vous aurez plus de chances à communiquer sur ce type de canal-là qu'à vouloir communiquer à tout le monde et finalement utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps sur un canal qui potentiellement ne vous rapportera pas grand-chose. Donc, si vous communiquez sur des jeunes de 18 ans, il y a quand même très peu de chances qu'ils vous achètent une berline neuve, même si ce n'est pas impossible. Et donc, ce petit exercice-là que j'essaie de faire et que je fais avec vous là maintenant, ça permet aux gens d'essayer de se concentrer sur « Ok, potentiellement, tout le monde peut acheter mon produit, mais moi, je communique à qui? C'est qui mon cœur de cible? » Et donc, c'est ici que vous devez le définir. Ici, on voit aussi qu'elle a défini, ce n'est pas vraiment des clients en réalité, c'est ce qu'on appelle des prescripteurs. Ce sont des gens, donc fashionistas, modeuses, blogueuses, influenceuses, sont des gens qui vont finalement servir à relayer, à prescrire à votre clientèle. Donc, ce sont des gens qui communiquent avec votre clientèle, les femmes urbaines CSP+, et qui vont finalement indirectement prescrire vos produits. Donc, parler avec eux, leur faire découvrir à eux leurs produits, vos produits permet de toucher indirectement vos femmes urbaines CSP+. De ce côté-là, on va aussi réfléchir à quel type de relation je veux créer avec mes clients. Donc, je veux une assistance personnalisée, je veux un chat en ligne, je veux un satisfait ou remboursé, je veux ouvrir un showroom. Donc, c'est tous les moyens qui me permettent d'avoir une relation avec mes clients. Je vais le détailler ici. Ici, ce sont les canaux de communication. Donc, c'est tous les canaux qui me permettent d'entrer en relation avec mes clients. Donc, ça va être le service de livraison, le SAV, un site internet, le blog de modeuses, de presse, d'influence, etc. ici. Donc, toute cette partie-là, l'offre, toute cette partie à droite ici, vous l'avez compris, c'est toute la partie relation client, vente, etc. Et ici, j'en déduis donc mes revenus. Voilà. De l'autre côté, c'est cette fois-ci, maintenant, pour faire cette offre, de qui j'ai besoin? J'ai besoin de partenaires clés. Parce que très, très clairement, moi, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de fabriquer mes escarpins. Je n'ai pas le savoir-faire. Je vais donc m'appuyer sur un fabricant. Et comme j'ai dit que je voulais faire du Made in France, je vais sélectionner un fabricant français. Donc ça, je vais devoir trouver un fabricant français qui est capable de m'accompagner et de m'aider à réaliser mon offre. Donc ça veut dire que je ne vais pas tout faire et j'accepte, moi, de me consacrer sur la commercialisation, mais la fabrication sera faite par un partenaire clé.
c'est aussi la livraison. La livraison, je ne veux pas m'en occuper, je fais appel à un livreur. La communication, je vais me faire épauler par une agence web, parce que c'est un site internet. Je me rends compte que quand même, il y a beaucoup d'énergie à mettre pour communiquer et je me fais accompagner par une agence web. Et du coup, pour moi, ça, c'est un partenaire clé, cette agence web. Voilà. Donc après, je vais avoir mes activités clés. C'est des activités généralement que je garde sous ma coupe. Donc c'est par exemple le sourcing, le design et la conception. Mais encore une fois, la fabrication, je fais faire. Mais moi, je réfléchis aux tendances, je design mes produits et je conçois. Par exemple, ça, c'était le choix qu'elle a fait. La communication, la commercialisation, c'est moi qui le garde dans mon giron. Et la gestion de la logistique, c'est-à-dire pas les livreurs, mais tout ce qui est suivi de la logistique et le contrôle de qualité, je considère que ça doit rester chez moi. Mes ressources clés, j'ai besoin d'une styliste, d'un site internet, d'un fonds de commerce parce que j'ai prévu d'avoir un showroom et d'une chargée de communication en interne qui va m'aider, même si elle sera épaulée par une agence web. Donc voilà un petit peu mes ressources clés. Et puis ici, j'ai toute la partie coût de cette feuille à gauche là. Donc c'est mon showroom, mon site, etc. Même si je ne l'ai pas chiffré, je peux commencer à lister un petit peu ces coûts-là. Donc ça, c'est un super outil qui vous permet comme ça déjà de réfléchir en profondeur sur votre projet, d'en comprendre les contraintes et de voir finalement, un petit peu finalement comment je vais dépasser ces contraintes-là. Ma contrainte, c'est je ne sais pas fabriquer, je trouve un fabricant. Ma contrainte, c'est que la livraison, c'est compliqué, c'est un métier à part, je trouve un livreur. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces sujets-là un petit peu que je vais essayer de poser ici. Du coup, on va arriver à une première conclusion de cette première étape. D'accord ? On est parti d'une idée, on en avait discuté entre amis autour d'une table. Excusez-moi, Excusez-moi, une petite question. On peut juste revenir sur la slide précédente ? Ici. Oui, juste avoir un petit commentaire sur les coûts et les revenus. Vous avez bien passé. Ouais, je vais passer peut-être un peu vite, pas de problème, merci Thierry. Ouais, sur la partie revenus variables, parrainage. Ouais, donc en fait, elle a prévu d'avoir. Ok, non, mais c'est clair, c'est clair. Hein, c'est juste que j'avais pas le temps de bien le regarder. Oui, merci. Voilà, elle prévoit un paiement à la commande. Ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, ça veut dire qu'elle anticipe elle aura une entrée d'argent avant de livrer les chaussures. Donc, elle va avoir théoriquement un BFR plutôt négatif avec ce système-là, hein, c'est-à-dire que vous payez avant de recevoir, donc ça c'est plutôt positif, hein, ça lui fait moins d'argent à sortir. Et du coup, les personnes sélectionnent sur le site la chaussure qu'ils veulent, ils payent dès qu'ils commandent, la commande est envoyée au fournisseur et elle est déjà payée, donc ça aide sur son BFR. Voilà par exemple le petit point ici que je peux relever. Elle prévoit une variabilité en fonction des modèles et des options. Bon, voilà, c'est un peu bateau. Après, encore une fois, c'est des premiers jets. Tout ça peut, au fur et à mesure que vous creusez, tout ça s'étoffe de plus en plus. Hein. Voilà. Et encore une fois, il y a beaucoup d'allers-retours en fonction de des contraintes que vous rencontrez, des stratagèmes que vous mettez en place pour contourner ces contraintes. Ça peut vous faire évoluer votre business model. Finalement, ici, vous avez sur une feuille A4 le business model de quelqu'un qui veut vendre un soulier par Internet. Du coup, donc on a compris qu'on est parti d'une idée. Qu'on allait discuter autour d'une table avec des amis. Finalement, cette idée, elle a fait son chemin. J'ai voulu en savoir plus, voir un petit peu quelles étaient les contraintes légales, les contraintes de marché, etc. Je me suis dit, mais en fait, finalement, cette idée, elle commence à me plaire. Je me dis que c'est peut-être possible que je la fasse. Finalement, quelles sont aussi, moi, mes contraintes ? Et donc, je fais ma petite analyse bilan personnel d'entrepreneur. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ma famille, c'est bien OK? J'en ai parlé à mon épouse, à mon époux. Est-ce qu'il est prêt à me soutenir? Est-ce que je suis suffisamment solide financièrement pour me lancer? Donc, tous les petits points qu'on a vus ensemble. Et finalement, je commence à rédiger un petit peu ce business plan. Ça m'a l'air de tenir la route. Et là, je vais commencer à me poser plusieurs questions. Première décision, finalement, de toute cette petite préétude que j'ai fait, je m'aperçois que le projet il est trop contraignant. Et, il y a trop de contraintes qui aujourd'hui font que moi, je ne suis pas prêt à le faire.
ou j'ai pas les financements, etc. Peu importe la raison, mais j'ai identifié trop de contraintes. Du coup, je préfère renoncer à ce projet-là. Ou alors, je recherche une solution alternative, ou alors, je réfléchis à un autre projet. Ça peut être ça aussi. J'ai identifié, deuxième possibilité, j'ai identifié des contraintes qui vont peut-être différer mon projet, parce qu'en fait, aujourd'hui, il me manque du financement, mais je pense que c'est jouable. Il me faut peut-être un petit peu plus de temps, ou alors il me faut suivre une formation pour acquérir la compétence qui me permette de mener à bien mon projet. Du coup, je le diffère d'une année. Hein, donc voilà, ça peut être ça. Ou enfin, dernière possibilité dans ma prise de décision, ben, finalement, tous les éléments sont favorables et je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est l'étude de marché. D'accord? Donc, l'étude de marché, on va rentrer dans le vif du sujet. L'étude de marché, ça va être essayer d'aller un petit peu plus loin que déjà tout ce premier défrichage que j'ai fait. Pourquoi je fais cette étape-là avec cette première prise de décision un petit peu en amont? Parce que c'est pas la peine que vous passiez des heures à faire une étude de marché hyper quali si dès le début vous apercevez, si dès le début avec un petit peu de réflexion, vous apercevez que finalement vous n'êtes pas disponible pour porter ce projet, que vous n'avez pas, que financièrement vous êtes trop juste et que le projet demande trop d'argent, ou que finalement vous n'avez pas la compétence et qu'il vous faut faire un an de formation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment faire un premier survol des choses, dégrossir un petit peu le terrain et voir si je peux y aller ou si je préfère ne pas y aller parce que les contraintes sont trop fortes. Ok, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 5 minutes chacun, là, si vous voulez, pour souffler. On peut se redonner, rendez-vous dans 2 minutes, sauf si vous voulez enchaîner. C'est vous qui me dites par chat, est-ce que vous voulez que j'enchaîne tout ou est-ce que vous voulez prendre 2 minutes? Oui, 2 minutes, c'est sympa. On se prend 2 minutes tous ensemble? Oui, oui, C'est on parfait. en a besoin pour digérer. Allez, Voilà. d'accord. Alors, Une du petite coup, respiration. est-ce que c'est OK, Eric, on fait comme ça? Oui, 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 très bien, Oui, très bien. oui, Parfait. très Et bien. on se dit qu'on se reprend allez, on se laisse 3 minutes, on se reprend à 18. Oui, très bien. J'en profite d'ailleurs pour demander à ceux qui sont inscrits en ligne, simplement avec simplement un prénom, ou ça ne nous suffit pas en fait pour pouvoir vous compter présent dans l'atelier et que vous puissiez recevoir éventuellement les présentations. Donc, il faut vraiment modifier sur le module chat et mettre vraiment votre nom, prénom sur lequel vous êtes inscrit à l'atelier ce matin. Sinon, vous n'allez pas recevoir les informations si jamais on vous envoie les présentations du jour. Je vois par exemple quelqu'un qui s'est inscrit, c'est Mo. Bah, moi, ça me parle pas. Donc, j'ai plein de cas comme ça. J'ai un Romain et on a en fait 3 Romains qui sont inscrits. Je ne sais pas lequel c'est. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de gérer. Donc, s'il vous plaît, essayez de mettre votre nom et prénom en modifiant sur le chat. Vous cliquez droit et vous cliquez sur votre nom et vous mettez votre nom et prénom de connexion. Bon, C'est-à-dire alors du coup, on se laisse lequel 5 vous êtes minutes, inscrit. comme ça vous laisse le temps à Voilà, tous petite de récréation, corriger activité. votre nom et on reprend à 20. Merci Et beaucoup. ceux qui ont bien mis leur nom, prénom, ils ont le droit d'aller chercher Voilà. un café ou Merci. un verre d'eau. Allez, à tout de Merci. suite. Ouais, tout de suite.
Ok, est-ce que tout le monde est de retour? D'accord, il commence. Oui, présent. D'accord. Ok. Ça va arrêter. Là, pour moi, ça fait 5 minutes. Ouais. C'est de reprendre parce Je pense qu'on est bien, Antoine. le temps nous est compté. Du coup, il nous reste encore un petit peu de chemin. Un petit chemin, effectivement, jusqu'à la création d'entreprise. C'est ça. Donc, on s'arrête à 11h30. Hein. Et c'est toi qui vois Antoine, c'est toi qui gères ton temps. Okay. Et je peux un petit peu dépasser si besoin. Ouais, ça n'a aucun problème pour moi. D'accord, ok, ça me va. Alors, du coup, on va quand même essayer de tenir le timing qui avait été annoncé. De toute façon, maintenant, je vais aller un petit peu plus vite sur les étapes. Je vais moins rentrer dans le détail parce que pour moi, on va s'éloigner de plus en plus de choses qui sont normalement plus lointaines pour vous. Et du coup, de toute façon, en plus, il y a des ateliers qui vont venir renforcer ces parties-là. Donc, moi, je vais moins les détailler. Donc, vous l'avez compris, on en était sur notre arbre de décision juste avant. Alors, attendez, pourquoi je peux plus changer. Voilà, notre arbre de décision, il était là juste avant. J'ai tous les éléments qui sont favorables. Et du coup, je décide d'entamer une étude de marché qu'on peut appeler aussi étude de faisabilité commerciale et technique. Enfin, on peut lui donner le nom un peu qui nous convient. Mais du coup, moi, peut-être la question que je vais vous poser, c'est qui peut me définir qu'est-ce qu'un marché finalement? Parce qu'on veut étudier le marché, mais c'est quoi le marché finalement? Pour ceux qui se rappellent de quelques cours d'économie, comment on définissait le marché? C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Parfait, ben, j'adore. En effet, un marché, c'est quoi? C'est une offre, une demande qui se rencontrent dans un environnement. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on essaie de définir
qu'est-ce que c'est cet environnement? C'est quoi l'environnement? De quoi il est constitué? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet environnement où se rencontre cette offre et cette demande? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cet environnement? Bon, allez, je pense que ça va Les être dur. produits? Pardon? Les produits? Alors, on peut trouver des produits, ouais. En tout cas, on va trouver des produits. Pour moi, c'est l'offre. C'est une offre qui va suivre. C'est l'offre. Je mets ma petite animation. Je suis super fier. La réglementation? Ouais, voilà. La réglementation, Écoute. ça va faire partie, en effet. Ouais. Ça va constituer l'environnement. La réglementation, c'est une chose qui va finalement créer cet environnement. L'environnement, il va être constitué notamment de la réglementation et on n'a pas les mêmes environnements suivant les pays et suivant les pays dans s'il n'y a pas la même réglementation dans deux pays, ben, finalement, on n'a pas tout à fait le même marché. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on retrouve dans l'environnement. Voilà, ce que vous avez compris, c'est qu'on retrouve l'offre, et l'offre, c'est mon entreprise, mais c'est aussi des concurrents directs, mais aussi des concurrents indirects. On va trouver des clients, donc une demande. On va trouver des distributeurs, des prescripteurs. Donc, encore une fois, le mot de prescripteur, il est important parce que souvent, les créateurs d'entreprise, ils passent à côté des prescripteurs. Ils consacrent leur énergie à vouloir parler à leurs clients, alors que parfois, il vaut mieux parler à un prescripteur qui, lui, vendra à votre client. Je vous prends l'exemple des laboratoires pharmaceutiques parce que c'est peut-être le meilleur exemple. Un laboratoire pharmaceutique, quand il veut vendre son médicament, il le vend généralement pas directement à vous. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le vendre, il va avoir une armée de commerciaux qui, plutôt que de parler à une armée de personnes potentiellement qui pourraient être malades ou souffrir de la maladie dont soigne le médicament en question, ils vont plutôt décider d'utiliser cette force commerciale pour échanger avec les médecins, les pharmaciens qui pourraient préconiser ou prescrire l'offre, préconiser ou prescrire le médicament. Et de cette manière-là, ils sont beaucoup plus efficaces puisque un médecin rencontre plein de malades et que ces plein de malades, potentiellement, il identifiera lequel a besoin du produit et il lui prescrira le produit. Donc ça, c'est vraiment typiquement, et ça, il n'y a pas que dans le marché pharmaceutique, dans plein de marchés, il y a des prescripteurs et ça, c'est important de les identifier. Donc là, ici, on parle des prescripteurs, des distributeurs qui parlent à vos clients. Donc ça peut être aussi vendre mon produit à des distributeurs qui ensuite les vendent à des clients. Il va y avoir des fournisseurs, des sous-traitants. Ça, c'est pour l'autre côté, l'autre envers du décor. Hein, vous vous souvenez, pour faire mon offre, j'ai besoin souvent de fournisseurs, j'ai besoin de sous-traitants. Et puis, mon environnement, il va être constitué de ça. Donc, il va être constitué de la partie légale, de la partie écologique, de la politique. La politique peut venir influencer mon environnement. L'économie, mon environnement technologique. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui peut-être rendraient obsolète mon produit, ma solution, hein, donc avoir une veille de ce qui est en train d'arriver. J'ai comme ça en mémoire une personne qui voulait ouvrir un magasin de location de vidéos. Alors ça, pour les plus jeunes, ils ne sauront même pas qu'est-ce que c'était que ce magasin-là, mais pour les plus anciens, ils vont se rappeler. Les plus anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent dans les villes, il y avait des magasins sur lesquels on pouvait aller louer des vidéos pour voir des films. Moi, j'ai une personne qui avait pensé ouvrir ça 2-3 ans avant l'arrivée du peer-to-peer. Et en fait, finalement, c'est en regardant ce qui se passait aux États-Unis qui s'est dit, en fait, déjà aux États-Unis, il y avait le début d'Internet, le début des téléchargements de films. Et en fait, il s'est dit, combien de temps je vais prendre un fonds de commerce, prendre des cassettes, commencer mon business. Et en fait, j'ai peut-être 2 ans, 3 ans devant moi. Et après, il faudra que je le ferme. Et je ne pourrai même pas le revendre parce que mon activité, elle sera quasiment obsolète. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, avoir une veille de ce qui est en train d'arriver pour se voir un petit peu les menaces qui peuvent arriver sur votre projet. Et puis, encore une fois, le socio-culturel, ça a une influence, et c'est à prendre en compte sur ce socio-culturel qui va influencer l'état d'esprit de vos clients.
Alors, maintenant que j'ai défini ce que c'est que mon marché, rencontre de l'offre et de la demande, que j'ai compris un petit peu tous les acteurs qu'il y a à l'intérieur de ce marché, et encore une fois, dans les acteurs, il n'y a pas juste mon offre et la demande, vous l'avez vu, ici, je vous ai mis, on vient de détailler l'ensemble des acteurs, et comprendre que tous ces acteurs-là, ils évoluent dans un environnement qui est constitué de tout ça. Finalement, faire mon étude de marché, c'est étudier chacun des points qui sont ici. Là, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que j'ai mis seulement concurrents directs, mais pensez aussi à des concurrents indirects. Si par exemple, je fais de la restauration rapide, mon concurrent direct, c'est pas seulement mon concurrent direct, c'est tous ceux qui proposent de la restauration rapide, mais mes concurrents indirects, c'est tous ceux qui proposent à manger. Ça, c'est des concurrents indirects. Et du coup, ils prennent une part du gâteau aussi. Donc voilà, et donc l'idée de l'étude de marché, ça va être d'étudier chacune de ces thématiques-là, toutes ces thématiques ici. Donc, voir qui sont les distributeurs dans le marché, voir qui sont les prescripteurs, étudier qui sont mes clients, comprendre ce que font mes concurrents directs, ce que proposent mes concurrents indirects, rencontrer des fournisseurs, rencontrer des sous-traitants, comprendre l'environnement technologique, comment il évolue, etc., etc. Donc pour cela, on va essayer d'être méthodique et on va démarrer par une étude macroéconomique. Donc cette étude, elle va nous permettre d'évaluer grosso modo les grandes tendances du marché, de comprendre un petit peu les opportunités et risques qui sont liés à ce marché, et de comprendre un petit peu l'ensemble des acteurs qui interagissent sur le marché. L'objectif, en fait, ça va être d'obtenir une vision générale de son marché et d'affiner sa connaissance de celui-ci afin de préparer son enquête terrain. Donc là, on est vraiment sur des choses un petit peu grosse maille, on est sur du macroéconomique et on va essayer de rassembler un certain nombre d'informations générales sur le produit, sur notre marché. Comment on va faire ça? C'est essentiellement de la recherche documentaire et la rencontre avec des opérationnels, des personnes du marché. Donc là, on peut commencer à rencontrer des fournisseurs qui vous parlent du marché, à commencer à rencontrer des concurrents pour échanger avec eux. Les concurrents, ça peut être aussi des confrères, c'est plus facile. Un confrère, un concurrent, la différence, c'est quoi? C'est un concurrent, il est sur la même zone de chalandise que vous. Un confrère, il fait la même activité que vous, mais sur une zone de chalandise éloignée. Donc, je ne sais pas si j'ouvre une boulangerie, je peux plus facilement échanger avec un boulanger. Si j'ouvre une boulangerie à Paris, je peux plus facilement échanger avec un boulanger à Montpellier qui pourra me parler en toute transparence de sa manière de faire qu'avec le boulanger qui va être face à ma boulangerie. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une étude microéconomique. Et donc, du coup, là, l'idée, ça va être vraiment, c'est une étude qui va permettre de valider son offre, de recueillir des éléments précis concernant la suite à donner au projet. Donc là, je vais être sur quelque chose de plus fin. Les objectifs, ça va être de valider les tendances du marché par une enquête terrain, de positionner votre entreprise par rapport à la concurrence, donc de trouver des points de différenciation à votre entreprise, de réfléchir à comment vous allez jouer la carte de la différenciation. Ça va être recueillir des informations en vue de calculer des hypothèses de CA. Ça aussi, ça va être un point important. On avance vers l'étude financière, donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu déjà au niveau de chiffre d'affaires qu'on pourrait avoir. Et du coup, comment on va faire cette étude microéconomique? Là, on va faire de l'analyse de la concurrence. On va aller étudier, voir les concurrents, comment ça se passe, qu'on se trouve de positif dans ce qu'ils font, qu'on trouve qu'ils font moins bien. Voilà, on va se faire passer pour un client mystère et aller tester nos concurrents, voir un petit peu ce qu'ils font, essayer de comprendre un petit peu quel est leur niveau de chiffre d'affaires en regardant sur Internet. Sur société.com, par exemple, les niveaux de chiffre d'affaires, etc. Les entretiens, et on va faire des entretiens, bien sûr, avec des prospects, des futurs clients. Quand c'est possible, et c'est de plus en plus possible pour beaucoup de business, aujourd'hui, vous avez très souvent la possibilité, en réalité, quasiment
de tester votre projet. Et ça, il y a plein de choses qui le permettent. Je vais ouvrir demain un restaurant. Aujourd'hui, il existe des dark kitchens où vous pouvez préparer dans ces cuisines spécifiquement aménagées que vous louez pour quelques heures. Vous pouvez préparer et, par exemple, démarrer votre restaurant par de la vente à emporter. Et déjà, ça peut déjà vous donner un peu une idée et tester des prix, tester des formules, tester des choses et avoir des retours. Et ça, vous pouvez le faire à moindre coût. Donc, souvent, aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité. Demain, je veux lancer une formation en ligne. Je peux quasiment créer tout un design et communiquer sur une formation et déjà mettre en place des liens d'inscription, même si au final, elle ne va pas avoir lieu tout de suite. Je peux comme ça recueillir un certain nombre de personnes qui sont intéressées par cette formation, qui se préinscrivent et du coup les recontacter pour avoir des échanges avec eux. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à plein de nouveautés, on peut quand même aller assez loin dans le test et on peut dépasser même juste le simple fait de faire un questionnaire et des enquêtes, etc. On peut tester et donc dès que vous pouvez tester, c'est toujours mieux. L'idée de cette étude de marché, ce sera bien sûr de définir votre stratégie commerciale. Si vous avez identifié des prescripteurs et en ayant en tête que même un bon produit ne se vend jamais seul. L'objectif final aussi de votre étude de marché, ça va être de définir une stratégie marketing et de communication. Comment vous allez toucher vos cibles? Quel message vous voulez véhiculer? Quel vecteur de communication vous souhaitez utiliser pour les toucher? Et puis, il faudra réfléchir, bien sûr, au nom de votre entreprise, à l'identité de votre entreprise. Et là aussi, repensez à l'INPI, revoyez comment vous pouvez protéger votre entreprise, vérifier que vous ayez un nom de domaine qui est disponible. On peut avoir le super nom, mais si tous les noms de domaine sont pris, le .com, le .fr, le .ceci, vous aurez le nom, mais vous aurez une difficulté pour communiquer sur Internet. Et aujourd'hui, c'est quand même un point important. Donc, souvent, avant de regarder qui utilise le nom, c'est regarder la disponibilité des noms de domaine. Voilà ce que je peux vous dire sur cette partie. Et on va arriver, à la conclusion de cette partie sur l'étude de marché. Là encore, on a un deuxième grand tournant dans notre projet de création d'entreprise. Excusez-moi, Antoine, juste un point sur les noms de domaine. Justement, sur la problématique, il y a des noms de domaine qui ne sont pas utilisés, sur lesquels ils proposent des enchères ou enfin pas des enchères, ils demandent de faire des offres. Comment faut-il se placer là-dessus? Quel type d'offre est-ce qu'il faut faire? C'est délicat. L'idée, c'est quand même essayer de trouver un nom de domaine qui est disponible pour vous. Après, il faut voir quel est le coût et est-ce que vous souhaitez mettre ce coût-là dans votre. Est-ce que voilà, après ça peut faire partie. Si ce nom de domaine il est très important pour vous, c'est ce nom-là que vous voulez donner à votre entreprise ou à votre marque. Encore une fois, l'entreprise peut avoir un nom différent de la marque sur laquelle vous communiquez. Et c'est de quel ordre de prix généralement? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il peut y avoir, tout dépend de celui qui le détient et de quel prix il va être prêt à le lâcher. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il y a quand même la place de trouver des choses qui sont gratuites, pas utilisées. D'accord? Et ça, pour ça, il vous faut aller sur des sites noms de domaine. Vous tapez sur Internet disponibilité des noms de domaine et il y a des sites qui vous aident à chercher. Vous tapez vos noms de domaine et ils vous disent si c'est disponible ou pas. Après, vous pouvez souvent vous savez qui le détient et vous pouvez essayer de prendre contact avec la personne pour récupérer. Mais c'est quand même un peu dommage. Je pense qu'il vaut mieux passer un peu de temps pour trouver un nom de domaine disponible. Ok, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, je vous dis ça parce que parfois, on peut passer beaucoup de temps à chercher un nom d'entreprise et en fait, on s'aperçoit à la fin qu'il n'est même pas disponible sur les noms de domaine. Du coup, ça fait beaucoup d'énergie pour rien. Moi, j'ai envie de vous dire, mettez-vous devant cette page de nom de domaine de disponibilité et vous essayez plusieurs mots et vous le testez en live jusqu'à trouver quelque chose qui vous semble bien et disponible.
Ok, pour cette partie-là, donc étude de marché, on va arriver au tournant maintenant, au tournant de l'étude de marché. C'est la deuxième grande prise de décision dans votre projet. On peut regarder deux Maintenant, petites secondes la première prise de décision. Juste. la première prise de décision, Oui. vous vous souvenez, c'était, j'avais une idée, j'ai fait un premier travail de réflexion sur la faisabilité de cette idée, c'est-à-dire vraiment regarder les grosses contraintes, est-ce qu'il n'y a pas de grosses... J'ai tracé un petit peu les grandes contraintes, j'ai bien décrit mon idée, j'ai tracé un petit peu les grandes contraintes pour pas perdre trop de temps, voir s'il n'y avait pas de gros obstacles insurmontables. J'ai fait le point avec moi-même, c'est surtout ça, l'adéquation fondateur-projet. Est-ce que moi, je suis disponible? Est-ce que j'ai des financements pour pouvoir me donner du temps de monter ce projet-là? Et là, je prenais une première décision. C'était comme ça qu'on avait conclu juste avant la pause. Et si c'était OK, on passait à l'étude de marché qui va me demander plus d'énergie et plus de temps. Oui. La première étape, je regarde vraiment de loin les gros obstacles. L'étude de marché, je rentre déjà plus en profondeur. C'est juste ça, la nuance, elle est quasiment là. Vous voyez. On n'entend rien. Ça bug pour tout le monde Oui, ça bug. C'est bon, c'est bon. La connexion est instable, je vois qu'il y a écrit. Est-ce que c'est bon? Oui, là. Vous récupérez l'étape du début. N'oubliez pas. Je ne vous entends plus, monsieur Bessy. Première prise de décision, elle est bon. Sinon, je vais me déconnecter, me reconnecter. Est-ce qu'on est bon? Oui, là, c'est Allô? mieux. C'est Là, mieux. c'est bon. Là, c'est bon, on vous entend. Ok, j'espère que ça va tenir. Ok, j'espère que ça va tenir. Du coup, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette première prise de décision, n'oubliez pas, on est parti d'une idée. Cette idée, on essaie de la définir le mieux possible pour définir des grosses contraintes qui m'empêcheraient d'aller plus loin. Typiquement, je ne sais pas, moi, j'ai une idée et je m'aperçois que très rapidement, dans mes premières observations, je m'aperçois que pour réaliser cette idée-là, il me faut beaucoup d'argent pour me lancer. Je n'ai pas cet argent-là, ça me paraît compliqué d'y aller, je cherche autre chose. Vous voyez? Ou j'ai une contrainte légale qui est forte. J'ai pas le diplôme, j'ai pas ceci, j'ai pas un an à consacrer à une formation. Je préfère changer d'idée. C'est ça en fait. Hein. C'est cette dynamique-là que je vous propose de mettre en place. On a une idée, des idées, il y en a tous les jours, il y en a plein de création d'entreprise. Je survole rapidement. Je consacre 5-6 jours pour regarder un petit peu, défricher un peu cette idée et je vois si je peux avancer. Et puis la deuxième introspection, c'est moi. Est-ce que moi, je suis disponible pour faire mener à bien ce projet avec les contraintes qu'il a? Est-ce que je vais être l'homme ou la femme de la situation pour porter ce projet? Si oui, tout est favorable, ben, j'avance sur une étape qui demande plus d'énergie et qui peut me demander aussi un peu d'argent supplémentaire parce que je peux faire appel à des gens extérieurs pour m'aider sur cette partie-là. Et donc, du coup, avant de dépenser, avant de consacrer de l'argent, ben, je m'aperçois que les étapes d'en haut, c'est OK. D'accord? C'était ça l'idée. Là, maintenant, j'ai fait mon étude de marché, donc j'ai consacré encore plus d'énergie, encore plus de temps à mon projet. Et là, je dois prendre une deuxième décision. Est-ce que, à nouveau, il y a trop d'éléments défavorables dans ce projet? Il y a une concurrence qui est trop féroce, la barrière d'entrée pour rentrer dans le marché, elle est trop forte. Du coup, je préfère revoir mon projet. Ou alors, il y a la présence d'éléments défavorables. Il faut peut-être que je modifie certaines choses, que je revoie un certain nombre de points. Ou alors, enfin, les éléments, c'est favorable et j'avance sur mon projet. Et donc là, je vais avancer sur l'étude financière. OK? Est-ce que c'est clair là? Donc, j'avance. L'étude financière. L'étude financière, avant de l'attaquer, je vais devoir me poser la question de l'organisation future de mon entreprise. Et là, l'idée, ça va être de prendre un papier, un crayon et de se dire, ben voilà, maintenant,
j'ai bien en tête ce que je veux faire. Ce que je vais commencer à faire pour préparer mon étude financière, c'est lister un petit peu tout ce dont je vais avoir besoin pour mener à bien mon projet. Ce dont je vais avoir besoin de moyens matériels et de moyens humains pour mener à bien mon projet. Et ces moyens matériels, ces moyens humains, il va falloir que je les organise dans une structure juridique. Et donc, du coup, je vais réfléchir aussi sur quelle structure je pourrais m'appuyer pour porter ce projet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut faire ce travail-là. Déjà commencer à détourer ce point-là. Donc, l'organisation future de l'entreprise, finalement, ça va être de définir les rôles de mes associés, si j'en ai. Donc, chacun, pas la peine que tout le monde fasse la même chose. Hein. Il y en a un qui s'occupe des fournisseurs, un autre qui s'occupe des clients, par exemple. Ça va être une manière de s'organiser. Donc, voilà, c'est qui prend quel rôle et quelle responsabilité. Ça va être quels moyens humains j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de personnel? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Si oui, quel matériel, quel prix, quel coût? Je fais des devis. Est-ce que je vais avoir, bien sûr, je vais avoir besoin de financement. Donc voilà, ça va être aussi commencer à détourer un petit peu les coûts. Ça va être la validation des ressources humaines, de l'organisation du travail. Voilà, je ne sais pas s'il faut organiser un 3-8 ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est tout ça. C'est aussi le choix du statut juridique. Quel choix je veux prendre. Oui, quel c'est choix mon je veux téléphone. prendre. Nadia, il faut couper votre micro, s'il vous plaît, merci. Parfait. Oui, je m'excuse. Voilà, c'est aussi la réflexion sur le choix du statut juridique, le choix du statut social, etc. Et ça, il y a un atelier qui va être dédié. Donc, du coup, je ne veux pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais simplement vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix pour son statut juridique. Il y a un choix qui vous est personnel et qui sera adapté à votre projet entrepreneurial. Donc, du coup, posez-vous les bonnes questions, faites-vous accompagner pour comprendre un petit peu comment fonctionne tout cet univers-là, afin de prendre la solution qui sera la plus adaptée à vous. Et encore une fois, le statut choisi par votre confrère qui fait la même chose que vous, il ne vous est peut-être pas adapté parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes ou pas les mêmes ambitions que vous sur son projet. OK. Donc, maintenant qu'on a défini un petit peu tous les moyens humains, les moyens matériels, etc., qu'on a éventuellement chiffré ces moyens-là, on va pouvoir essayer de passer à l'étude financière, c'est-à-dire finalement chiffrer le projet. Chiffrer le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déjà faire la liste des investissements et de vos besoins. Du coup, il va falloir répondre à plusieurs questions. Hein. Généralement, dans cette étude financière, on essaye de répondre à 3 questions. De combien j'ai besoin pour démarrer mon projet, quel montant d'argent j'ai besoin pour démarrer mon projet, donc de quoi j'ai besoin, combien ça va me coûter pour démarrer mon projet. Et puis après, j'ai besoin de vérifier que le projet il va être rentable. Donc ça, c'est un deuxième point sur lequel me poser la question. Est-ce que mes... On ne vous entend plus. On n'entend plus, ça doit bugger. Antoine? Je ne sais pas si tu nous entends, mais peut-être déconnecte-toi et reconnecte-toi. Je pense qu'il est en train de... Voilà. Allez, s'est déconnecté, il va se reconnecter. Excusez-nous. Mince, j'ai perdu le Zoom. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, on vous entend bien, il n'y a pas de souci. Ah bah zut, alors je ne vous vois plus. Je ne vois plus le... Faites Alt Tab. Souvent, il se met derrière. Voilà. Antoine, il revient. Hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe?
mais non, je ne veux pas quitter. Pourquoi il me fait ça? Moi, Sadia, est-ce que c'est possible de mettre votre micro en muet, s'il vous plaît? Je viens de le mettre, oui. Ah, merci. Antoine, tu es là? C'est bon? Est-ce que là, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Allez, on va essayer de faire la dernière ligne droite. Il nous reste un peu plus, allez, une dizaine de minutes, on va dire. On va essayer de faire la dernière ligne droite là pour arriver au bout de nos étapes. Donc, ce que j'étais en train de vous dire ici, c'était que attendez, je vais reprendre juste derrière l'étude financière. Donc là, l'idée, c'est de répondre à une première question, c'est quels sont les besoins de quoi j'ai besoin pour démarrer mon projet. Ça, c'est tous mes investissements. C'est-à-dire mes investissements, si j'ai besoin d'une machine, ça c'est des immobilisations corporelles pour vous donner quelques gros mots, mais en gros, c'est la liste de mes machines, de tous les outils dont j'ai besoin pour démarrer, d'investissements, de gros investissements. Ça va être tout ce qui va être prestations de services, par exemple l'avocat, le juridique pour créer ma structure, tout ce qui est incorporel, donc c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Donc là, c'est la liste de tout ce type de besoins d'investissement. Je vais avoir aussi des besoins financiers, par exemple pour financer un BFR, pour financer du stock, avoir un peu de trésorerie, etc. Donc ça, je fais la liste de tout ce dont j'ai besoin pour démarrer. Et je me prévois des sécurités. Et la sécurité, c'est notamment de la trésorerie au cas où le business ne démarre pas exactement comme je veux. Et puis après, je vais avoir du financement. Le financement, c'est mon capital. Donc ça, c'est quel argent je donne à ma société. Ça va être aussi mes comptes courants d'associés, c'est-à-dire l'argent que j'apporte. Grosso modo, capital et comptes courants d'associés, c'est l'argent que j'apporte. Je peux aussi aller chercher de l'emprunt bancaire. Je peux aller aussi chercher des subventions, des prêts d'honneur. Voilà, ça fait partie des aides autour de la création d'entreprise. Donc voilà, il y a des aides financières, c'est aussi des points que vous pouvez aller chercher. Et l'idée, c'est d'équilibrer tout ça. C'est que vos investissements, ils puissent être financés soit par votre apport, soit par de l'emprunt bancaire, soit par des subventions, et c'est généralement un peu des deux, un peu de tout ça. Ce tableau-là que vous allez devoir réaliser, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Encore une fois, moi, je n'ai pas vocation de vous le détailler de passer du temps à vous le détailler. Il y a un atelier qui va être consacré, qui va être animé par une expert comptable. Donc, on va lui laisser faire son travail, mais sachez juste que ce document-là, il vous permet de répondre notamment à la question est-ce que mon business va être rentable? Et c'est pour cette raison qu'on fait ce compte de résultat prévisionnel, parce qu'on veut savoir est-ce que mon business va être rentable. Et ici, l'idée, c'est de mettre sur l'année 1, 2 et 3, de calculer le chiffre d'affaires que vous pourriez faire et vérifier que ce chiffre d'affaires il va couvrir l'ensemble des charges qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre business. Et donc voilà un petit peu. Et l'idée, c'est de vérifier qu'à la fin de l'année, vous soyez en positif pour dire, oui, en effet, ce chiffre d'affaires, en tout cas, c'est cette cible-là de chiffre d'affaires qu'il faut que je fasse pour atteindre mon objectif. Et puis, normalement, il manque encore un autre tableau que je ne vous ai pas mis, mais encore une fois, l'idée, c'est pas que je rentre trop dans le détail sur cette partie-là. C'est un tableau qui s'appelle un plan de trésorerie, plan de trésorerie prévisionnel. Et ce tableau-là, il permet de vérifier que vous soyez toujours, que vos sorties d'argent sont bien compensées par des entrées d'argent au même moment. Voilà. Donc, je vais passer, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, j'ai plein de choses à vous dire, mais ce n'est pas moi qui vais animer cet atelier, donc je vais laisser comme ça. Une fois que vous avez fait cette étude financière, vous avez pu répondre à ces questions que vous vous posez tous. Combien d'argent j'ai besoin pour démarrer, pour financer mes premiers investissements et démarrer mon activité? Est-ce que mon activité va être rentable? Est-ce que je ne vais pas avoir de découvert bancaire dès le premier mois? Parce que voilà, et je prévois bien ma trésorerie en fonction. Là, maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux aller chercher des aides financières? Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher des aides qui peuvent être financières, mais pas que. Ça peut être aussi des aides de type allègements fiscaux, ça peut être des exonérations de charges,
Ça peut être de l'aide aussi sous forme de conseil, comme le fait aujourd'hui le POLD à travers ses ateliers. Finalement, ça aussi, c'est de l'aide. Les gens, et derrière ces dispositifs-là, ben, c'est aussi voilà, c'est de la formation, c'est du conseil et c'est très précieux parce que ça vaut de l'argent en réalité. Excusez-moi, vous avez dit le POLD? Oui, en fait, c'est le guichet unique aujourd'hui, comme ici. Voilà, c'est le dispositif dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà. L'aide au conseil, voilà, du conseil, de la mise à disposition de locaux, ça peut être aussi ça, l'aide qui peut être apportée par une municipalité ou alors un incubateur, ou etc. Il faut s'adresser à qui pour ça? Alors, pour ça, vous allez pouvoir identifier toutes ces aides-là sur un site qui s'appelle lesaides.fr. Également sur la Bible de la création d'entreprise qui est BPI France. Ils ont un chapitre dédié aux aides. D'accord. Et ça peut être aussi la CCI, la CMA, qui connaît aussi très bien les dispositifs. Mais là, je vous ai déjà donné pas mal de lieux où vous pouvez trouver. C'est juste par rapport aux locaux, vous pensez que il y a une petite contribution de la part du créateur ou ça peut arriver, mais ça peut être quelque chose qui peut être moins élevé qu'un prix plus classique. D'accord. D'accord. Ça peut être par exemple pour tester son activité, avoir bénéficié de shops éphémères, vous savez. Parfois, il y a des shops éphémères. Certains acteurs vont vous proposer de faire un mois ou une semaine, de pouvoir exposer vos collections, vos bijoux ou des choses comme ça dans des shops éphémères. Ça permet d'avoir des retours, tester un petit peu vos produits, faire quelques ventes, comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui. Il y a différents types d'aides un peu sur ces sujets-là. Et à la fin de cette étude financière, toujours pareil, on va retrouver toujours une prise de décision. Mon projet n'est pas viable, il faut que je revoie mon projet. Le modèle économique est à revoir et il nécessite des modifications. Et enfin, le projet est viable et là, je me lance dans la recherche de mes financements. Pour avancer sur ma recherche de financement, je vais devoir élaborer mon fameux business plan. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un peut échanger sur qu'est-ce que c'est que le business plan, en fait, finalement? Oh, excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir un petit peu à l'arrière de la troisième prise de décision? Merci. Donc, le projet est viable, je passe à la recherche de financement. Donc, chaque étape, à chaque fois, on essaie de prendre une décision en fonction des éléments qu'on a récoltés. OK? Et donc, du coup, maintenant, si je fais le lancement des opérations, OK? Donc, élaboration du business plan. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement qu'est-ce que vous mettez dans votre business plan? Vous avez en tête les éléments qu'on doit présenter dans un business plan? Données chiffrées du business model prévisionnel. Ouais, en effet, il faudra un prévisionnel. Donc, il y a une différence entre le business plan et le prévisionnel. En effet, le prévisionnel fait partie du business plan. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc, on a compris qu'il y a une partie chiffrée. Il va y avoir aussi quoi d'autre? Le détail des opérations, enfin, la réalisation concrète du projet. Ouais, oui, voilà. Alors, je vais le traduire autrement, mais il va y avoir une partie rédactionnelle et une partie chiffrée. Dans la partie rédactionnelle, on va retrouver quoi? Une présentation du projet. L'idée, son origine, vos motivations pour porter ce projet. Il va y avoir une présentation du créateur d'entreprise. Et c'est là où tout le travail en amont que vous aurez fait sur votre parcours, sur vos compétences pour porter le projet, tout ce travail-là, il va se retrouver ici, mis en ordre dans ce dossier qu'on appelle business plan ou dossier du créateur d'entreprise. Et donc là, vous allez mettre en avant les formations qui sont en lien avec le projet, votre parcours de professionnel, bien sûr, qui est en lien avec le projet, votre situation familiale et financière, votre réseau, si vous avez du réseau
qui va vous aider à démarrer le projet, la présentation du marché, donc ça sera un petit peu la synthèse de votre étude de marché, donc les grandes tendances que vous avez pu analyser de votre marché, l'étude plus locale de votre marché avec une étude de vos concurrents, votre marché potentiel. Vous allez présenter aussi votre activité, vos cibles, votre cible clientèle qui vous visez, votre gamme de produits ou de services, votre tarif, votre politique tarifaire, vos moyens de communication. Tout ça, c'est finalement un petit peu ce que vous aurez élaboré sur le travail de l'étude de marché. Et puis après, il va y avoir la partie plutôt chiffrée. Alors, il y aura déjà une présentation un petit peu des moyens humains, moyens techniques, moyens juridiques, moyens commerciaux que vous allez mettre en place. Et puis après, on passe vraiment dans la partie chiffrée avec le plan de financement, le compte de résultat, le besoin en fonds de roulement, le tableau de trésorerie, le plan de trésorerie. D'accord ? Et bien entendu, toute la difficulté d'un bon business plan, c'est d'avoir une adéquation entre la partie chiffrée et la partie écrite. Très souvent, on a des personnes qui ont une partie chiffrée et puis après, ils ont une partie écrite où ils ont, par exemple, prédit qu'ils allaient embaucher 3 commerciaux. Et puis, finalement, quand ils ont fait leur partie chiffrée, ils se sont aperçus que 3 commerciaux, ça coûte cher, donc ils n'en ont mis plus qu'un. Sauf qu'ils ont laissé 3 dans le descriptif. Et du coup, il y a des incohérences comme ça. Donc, faites-vous relire, relisez bien et vérifiez que ce soit bien cohérent avec ce que vous avez écrit, que votre partie chiffrée soit bien la traduction de ce que vous avez écrit. Donc, une fois que vous avez votre dossier de financement qui est réalisé, vous aviez identifié des aides, ben maintenant, vous allez en faire la demande et donc vous allez aller chercher les financements, présenter votre dossier. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut pas arriver devant un financeur avec un dossier incomplet. Il faut que vous ayez votre dossier qui soit complet. Ça fait partie de votre sérieux, que votre financeur, il n'a pas la sensation qu'il perd son temps avec des dossiers incomplets. Il faut que vous soyez prêt pour le rencontrer et que votre dossier soit complet. Donc voilà, il faut que vous soyez clair sur votre financement. Qu'est-ce que vous apportez personnellement? Quelles sont les aides et subventions que vous pouvez aller chercher qui peuvent faire un effet levier pour aller chercher des emprunts bancaires? Donc très souvent, apport personnel, recherche d'aides et de subventions qui vous permettent après d'aller chercher un emprunt bancaire si c'est nécessaire. Excusez-moi Antoine. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'apport personnel, il y a un pourcentage minimum requis quand on va aller devant un financeur Oui, il y a un pourcentage minimum. Déjà, le premier point, c'est que il y a beaucoup de choses que les banques, par exemple, ne vont pas financer. Tout ce qui est immatériel, les banques n'aiment pas tellement financer ces choses-là. Elles, ce qu'elles aiment, c'est des choses qu'elles peuvent saisir, sur lesquelles elles peuvent avoir une garantie. Donc, typiquement, si vous payez un cabinet en communication pour votre image de marque, ben, la banque, elle va pas être super chaud pour payer cette facture-là. Donc, le prêt ne pourra pas porter sur cette facture-là. Par exemple, il pourra porter sur le fonds de commerce. Ça, oui, parce que ça, un fonds de commerce, si jamais vous n'arrivez pas à rémunérer la banque, elle revendra votre fonds de commerce. Mais par contre, revendre une image de marque, revendre quelque chose qui est un peu immatériel, c'est compliqué pour la banque, donc très souvent, elle n'y va pas. Donc la réponse, c'est à minima, vous devez avoir les financements qui vont couvrir tout ce qu'une banque ne va pas vous prendre en compte. Donc voilà, donc c'est déjà tout ce qui est un peu incorporel et tout ce qui est financier. Antoine, typiquement, la trésorerie, par exemple, si vous avez besoin de 3 mois de trésorerie, la banque, elle ne va pas vous prêter 3 mois de trésorerie parce qu'elle veut l'adosser à quelque chose qui est concret. D'accord. Quand on en arrive à ce stade-là, le statut doit déjà être déposé. Non, pas obligatoirement déposé. Vous pouvez avoir juste des projets de statut, des choses qui sont… Vous n'avez rien besoin de faire. Encore une fois, le lancement des opérations, il arrive juste après cette étape-là. Parce que si vous n'avez pas de financement, ce n'est pas la peine d'avoir créé votre structure, d'avoir engagé de l'argent, etc., etc. On le fait vraiment… Moi, je vous conseille de toujours faire les choses au dernier… Enfin, dès que vous avez cette partie-là qui est validée. Merci. OK. Donc, pour l'instant, on ne lance pas. Pour l'instant, on a identifié des aides, on a monté un dossier pour aller les chercher, on fait la demande de ces aides-là, et si on a les aides, la condition, c'est si j'ai les aides, à ce moment-là, je passe à la suite. La suite, ça va être quoi? Ben, ça va être le lancement des opérations.
Donc, le lancement des opérations, ben là, oui, en effet, c'est créer ma structure. Là, c'est lancer vraiment le projet. Maintenant, j'ai débloqué tous les financements, tous les feux sont ouverts, je dois y aller là. Je dois maintenant me retrousser les manches, créer ma structure et commencer ma commercialisation si je n'ai pas déjà commencé à avoir des préinscrits, des choses comme ça. Moi, plutôt, perdez pas de vue que vraiment la réussite d'un projet, c'est vendre. Donc, plutôt vous mettez en route une communauté qui attend vos produits, qui est là, mieux c'est. Hein. Parce que souvent, tout ça prend beaucoup de temps. Hein. Vous avez compris, toutes ces études-là prennent du temps. Et parfois, les créateurs d'entreprise, ils perdent un petit peu l'objectif de vue. L'objectif de vue, c'est quand même de préparer son lancement. Et préparer son lancement, ça veut dire des ventes. Donc, ne perdez pas de vue qu'à la fin, le juge de paix, c'est quand même vendre. Donc, sachez que quand vous voulez créer votre structure, bien entendu, vous pouvez passer par un avocat qui va vous accompagner sur tous ces sujets-là. Si vous voulez le faire, entre guillemets, vous faire donc l'avocat, lui, va généralement prendre tout le sujet à bras-le-corps pour vous, vous délester de ça. En échange, vous allez le rémunérer pour ce travail qu'il fait pour vous. Si vous voulez un petit peu porter un peu cette partie-là, sachez que la création des structures, elle se fait à des lieux différents en fonction de l'activité que vous avez. Et notamment, il faut se rapprocher de votre centre de formalité des entreprises. Pour les métiers, si vous avez une activité qui va être considérée comme artisanat, vous allez relever de la chambre des métiers. Si vous avez une activité de commerçant, vous allez relever de la chambre de commerce et de l'industrie. Si vous avez une activité de profession libérale, il faudra vous orienter vers l'URSSAF, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Donc une fois que vous avez créé votre structure, là il va falloir vous organiser administrativement et comptablement. Et donc là c'est aussi important de s'entourer d'un comptable et de commencer à poser un petit peu le chemin de votre organisation. Donc voilà, généralement les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont déléguer à leur comptable toute la tenue comptable, les déclarations fiscales, la gestion de la paie s'il y a des fiches de paie à faire, le secrétariat juridique, c'est-à-dire quand vous créez une entreprise, une société, vous avez des assemblées générales à tenir, des choses comme ça. Très souvent, ça peut être votre expert comptable qui va vous proposer de le faire moyennant finance. Il peut aussi vous mettre en place des tableaux de bord pour arriver à suivre des indicateurs de votre business. Ça aussi, c'est une prestation qu'il peut vous proposer. Et de plus en plus, il s'occupe aussi de l'archivage de vos documents. Grâce à des aides électroniques, maintenant, c'est souvent eux qui le proposent. Sinon, généralement, de toute façon, vos documents, ils sont transmis de manière numérique la plupart du temps. Donc, normalement, vous les avez. Donc, encore une fois, le comptable peut les garder dans des coffres sécurisés et les tenir à votre disposition. Donc, de plus en plus, cette partie-là va là-bas. Mais à voir avec votre expert comptable. Et puis après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les devis, c'est vous, les bons de commande, c'est vous, la facture, c'est vous, la relance des clients, c'est vous. La gestion de la caisse, si vous travaillez avec une caisse, c'est vous. La gestion des frais, c'est vous. La consultation et le pointage des flux bancaires, c'est souvent vous aussi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les points. Je vais vous partager cette petite citation, elle est très connue dans le monde de la création d'entreprise. C'est « Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent où ils vont ». Et donc, en fait, cette petite citation, elle dit tout simplement que si vous voulez qu'il faut d'abord fixer votre objectif pour trouver des vents favorables qui vont vous porter à votre objectif. Donc, une idée, définissez-la en projet et vous trouverez ensuite, petit à petit, en échangeant avec des gens, des coups de pouce, des aides qui vont vous aider à avancer sur ce projet-là. Voilà, je vous remercie moi pour votre attention. J'ai essayé de tenir le délai, j'en suis pas loin. Si je reprends les 5 minutes de pause, je suis pile poil. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté? En tout cas, merci beaucoup. Ok, c'est gentil. Encore une fois, l'idée ici, c'est de vous donner un panorama, c'est-à-dire que là, vous ayez une vision en vous disant, voilà tout le parcours qui existe.
Voilà toutes les étapes sur lesquelles je vais passer. Et ensuite, vous avez vu, le programme va faire en sorte que vous allez approfondir les étapes petit à petit. Donc, moi, encore une fois, je suis vraiment le fer de lance. Là, je vous présente les grandes étapes pour pas que vous avanciez complètement à l'aveugle, mais que vous ayez en tête de toujours que vous ayez en tête la prochaine étape. Voilà. Ça vous permet de connaître un petit peu le chemin pour arriver.